Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. D'abord, c'est notre gros mot du jour. On va parler de l'Internet des objets et en quoi cela change nos vies et surtout qu'est-ce que ça veut dire. On voit ça dans un instant. Mais d'abord, elle est avec nous en plateau. Elle a une idée derrière la tech. Toujours, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous. Bonjour Jeanne. Bonjour, bonne année. Merci, vous aussi. Aujourd'hui, on part avec vous à la découverte du travail d'un des chorégraphes des Jeux Olympiques 2024. Absolument. Il s'appelle Sadek Berrabah. Il a 47 ans. Il a collaboré avec les plus grandes stars de la pop. On découvre ça tout à l'heure. Dans un instant. Et puis, quand les écrans sont bons pour nos enfants, il n'y a pas que les livres pour apprendre à lire. Et Corneille en est un excellent exemple. On vous parle de cette application qui donne aux enfants l'envie de lire. Tout de suite avec notre invitée du jour. Elle s'appelle Anna Maria Megelea. Bonjour Anna Maria. Bonjour. Soyez la bienvenue dans l'émission. On va parler, vous allez nous présenter votre aventure entrepreneuriale avec Corneille dans un instant, juste après le focus. Téléphone portable, montre ou encore voiture connectée. Il est désormais partout dans notre quotidien. Ça s'appelle l'Internet des objets. Mais que se cache-t-il vraiment derrière ce mot? Élément de réponse aujourd'hui avec Xavier Terrade. Bienvenue dans le Web 3.0. L'Internet des objets est considéré par certains comme la troisième évolution de l'Internet. Il s'agit de connecter plusieurs objets. On parle d'Internet of Things, l'IoT, une formule expliquée par le responsable de la majeure génie informatique des systèmes temps réels et embarqués de l'école d'ingénieurs en intelligence informatique EPITA, Pierre Ficheux. L'IoT, c'est un mot qui est relativement marketing, on va dire. C'est l'extension de l'Internet à des objets physiques. Cela concerne bien évidemment les ordinateurs, les téléphones portables, mais aussi les voitures, les réfrigérateurs ou encore des montres connectées qui peuvent l'être notamment avec une balance qui reçoit les informations de la montre. L'Internet des objets a donc une importance dans la domotique, mais aussi dans la santé et plus précisément dans l'organisation de l'hôpital. Quand on construit un objet connecté qui forcément a du logiciel, en fait, on programme un objet comme on programme, encore aujourd'hui, un site web. Vous allez avoir des capteurs embarqués, Little Data, qui vont récupérer des données et ces données vont être traitées dans le cloud. En 2015, l'école polytechnique fédérale de Zurich avait dévoilé une étude selon laquelle d'ici 2025, 150 milliards d'objets devraient se connecter entre eux grâce à Internet et avec plusieurs milliards de personnes. Pour l'instant, les seuls qui profitent de cette augmentation de la connectivité de l'IoT, c'est toujours les mêmes, c'est les GAFAM. Et grâce à un objet unique qui est le téléphone mobile. Mais aujourd'hui, Pierre Ficheux reconnaît que les voitures connectées, devenues de véritables ordinateurs sur roues, font aussi partie de l'Internet des objets, une invention que l'on pourrait, selon lui, comparer à celle de l'électricité. Allez, autre chose à présent, parents, vous êtes sans doute confrontés au dilemme quand il s'agit de la question de vos enfants et des écrans. Si on essaye évidemment de les préserver au mieux d'une surexposition aux écrans, on sait aussi que leur avenir réside dans cette nouvelle société complètement connectée et numérique. Comment concilier alors le désir d'accompagner nos enfants dans la modernité tout en essayant de garder les pieds sur terre? C'est une question qu'on pose à notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour parler temps d'écran intelligent, notamment et lecture, vous allez le voir, notre invitée Anna Maria Megelea en visioconférence avec nous. Anna Maria, je rappelle que vous êtes la cofondatrice de l'application Corneille. Vous écrivez sur votre site internet: quand nous nous sommes lancés dans l'aventure Corneille, cette réflexion justement du temps d'écran intelligent a été au fondement de notre démarche. Anna Maria, est-ce que vous voulez bien nous raconter les débuts de votre aventure entrepreneuriale ? Oui, donc derrière Corneille, on est deux cofondatrices, on s'appelle souvent les chiffres et les lettres. Avec Marianne, qui est éditrice jeunesse, on a été confrontés à cette exposition des écrans qui sont autour de nos enfants. Et de notre côté, nous, on adore la lecture. Donc on adore la langue française et on s'est dit comment on peut concilier les deux, montrer qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait en tant qu'adulte sur les écrans, c'est de la lecture. C'est souvent, toute information, toute synthèse passe par la lecture et la lecture devient un élément essentiel dans le monde d'aujourd'hui. Mais les écrans ont une attirance et les enfants vont voir uniquement le côté divertissement et le côté consommation des écrans. Donc nous, on s'est dit, on peut à travers quelque chose qui est en entraînement,
Le début de la lecture, c'est vraiment un changement au niveau du cerveau. Donc du coup, l'enfant doit s'entraîner, doit comprendre les sons et faire le lien avec ce qui est écrit. Donc donner du sens aux mots, et donc ça se fait à travers un entraînement qui peut être plus ou moins facile en fonction des enfants. Et donc c'est quand on a découvert cette science derrière la lecture qu'on s'est dit c'est notre voie. On va commencer par un produit qui s'adresse aux enfants pour entraîner l'apprentissage de la lecture. Aujourd'hui, donc, Corneille est une plateforme qui accompagne les enfants de 3 à 8 ans dans ses premiers pas d'apprentissage à l'école et à la maison. Donc on a à la fois des parents qui proposent pour du temps d'écran intelligent, pour du temps éducatif Corneille, mais on a également des professeurs qui vont commencer à proposer Corneille en classe. Alors, on va en parler effectivement dans un instant de toutes vos activités parce qu'elles sont nombreuses chez Corneille Anna Maria. Vous avez donc constaté d'abord que l'utilisation des écrans peut être aussi intelligent, interactif et peut être aussi une aide bénéfique au développement d'un enfant et ce dès 2 ans, je crois. Mais pour ça, on le rappelle, le rôle actif de l'enfant, il est essentiel. Oui, donc c'est à partir de 3 ans pour la partie développement de l'enfant. On pense qu'avant 3 ans, c'est de la manipulation, c'est la recommandation de l'éducation de l'Académie des sciences. Donc c'est à partir de 3 ans, on peut proposer de l'écran, mais accompagné. Donc ça veut dire que l'adulte, il doit être là et ce qui est important, c'est le contenu qu'on choisit pour l'enfant. Donc du coup, c'est aussi important de leur montrer qu'il y a du contenu éducatif et qu'ils peuvent apprendre à travers les écrans, que ce n'est pas uniquement du divertissement. Votre différence aussi, Anna Maria, c'est que dans l'application Corneille, on a un parcours absolument personnalisé que peuvent suivre les élèves, des activités notamment comme le déchiffrage phonétique, la reconnaissance graphique de mots, le traçage de lettres, mais aussi la réalisation de comptines, l'écoute de comptines et la réalisation de dessins. Tout ça, c'est très sérieux. Qu'on se rassure, c'est ludique aussi avant tout. Oui, donc quand on a créé vraiment, on a mis l'enfant au centre Aujourd'hui, notre principale concurrence, c'est YouTube. L'enfant, il va regarder Peppa Pig. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste dans un environnement qui l'amuse. Donc il est dans un environnement du conte, avec des petits personnages qui sont des compagnons de lecture. Et ils vont l'accompagner comme ça, petit à petit, dans des activités d'apprentissage. Donc effectivement, les activités sont nombreuses. Elles vont être vraiment alignées avec des compétences de lecture, parce que derrière, vraiment, il y a la science de la lecture qui est derrière cette application. L'enfant, lui, il voit vraiment un parcours, des activités. Il va nourrir un ours, jouer avec des petits pois pour faire des dictées de lettres. Mais derrière, il y a vraiment la science qui est recommandée par le ministère. On a un label du ministère pour nous soutenir et pour nous faire rentrer aussi dans les classes pour avoir accès à tous les enfants et pas uniquement aux enfants qui ont des parents engagés et qui se préoccupent de leur éducation. Alors, on va parler, Anna Maria, dans un instant de la gamification, effectivement, ce jeu dans l'éducation que vous proposez. D'abord, je voudrais revenir sur ce côté scientifique que vous avez, puisque Corneille, c'est avant tout une méthode qu'on peut acheter d'ailleurs sur votre site internet. Comment vous l'avez mise en place? Vous vous aidez, vous vous appuyez sur l'expertise d'experts, de psychologues, de psychiatres, d'orthophonistes? Ouais. Oui, donc on a créé avec des professeurs des écoles en premier, parce que eux, ils sont ceux qui sont confrontés au jour le jour avec les enfants dans les apprentissages, avec des orthophonistes qui traitent plutôt la rémédiation et les troubles, mais également on se base sur les sciences cognitives, donc avec Stanislas Dehaene qui est à la tête du Conseil scientifique de l'éducation nationale, où ils ont sorti énormément de notes pour dire, voilà, pour mettre de côté la méthode globale et être uniquement sur la méthode syllabique. Donc la méthode syllabique, le niveau en dessous, ce sont les phonèmes, donc les sons. Et sur la base de ces sons, en fait, nous, les activités sont construites sur la base de ces sons et on est un éditeur numérique et on propose également, on ne l'appelle pas une méthode parce que c'est vraiment un complément et elle doit venir en complément d'autres choses en classe ou à la maison. C'est pas unique. Mais on propose également des petits livres qui sont soit des livres numériques, soit des livres papier qui peuvent être effectivement achetés sur notre site, qui
permettent un décodage. Donc, ils permettent une lecture uniquement syllabique avec une progression en fonction du niveau. Donc, ça ressemble, c'est des toutes petites choses. Et en fonction du niveau où on connaît 6 niveaux, 6 phonèmes. Donc, on a des phrases très simples à lire. Anna-Maria, vous parliez tout à l'heure des sons justement qui se retrouvent dans le livre que vous venez de nous présenter. Ça veut dire que pour apprendre à lire, il faut d'abord apprendre à écouter ? Oui, c'est le premier prédicteur de lecture. Il faut identifier les sons dans un mot. Donc typiquement, les jeux de rimes qu'on fait avec des enfants de 3 ans, c'est pour ça la lecture commence aussi à 3 ans, parce qu'on va faire des jeux de rimes, des jeux de syllabes, vraiment pour travailler la compétence phonétique, donc pour identifier les sons en début, en milieu, en fin de mot, pour commencer à jouer, à faire des rimes. Ça veut dire, Anna-Maria, parce que quand on a un bébé, par exemple, devant nous, on a tendance à lui parler bébé. Et en fait, c'est tout ce qu'on ne devrait pas faire. C'est plutôt l'habituer à notre langage naturel de tous les jours. Oui, c'est ça. Et lui lire également des choses qui nous font plaisir, des livres que nous, on aime. Donc je pense que c'est aussi les enfants, ils apprennent à travers les intentions qu'on met dans ce qu'on fait. Et finalement, pourquoi on ne peut pas apprendre uniquement avec du numérique? C'est parce que le numérique, c'est quelque chose qui n'a pas d'intention. C'est nous qui devons mettre l'intention dans le numérique. Donc du coup, le numérique va venir toujours en support de quelque chose. Donc un support pour les parents, pour les professeurs, mais c'est un complément de l'intention que l'adulte qui accompagne l'enfant doit mettre. Oui, parce que c'est un peu la question à 100 000 $, Anna-Maria. Tous les parents, j'imagine, qui nous regardent, qui nous écoutent, se posent la question « Comment je peux faire pour donner à mon enfant l'envie de lire ?» Vous dites que, en fait, tout se base sur les goûts de l'enfant d'abord, et puis peut-être respecter le rythme d'apprentissage de la lecture des enfants. Ouais. Donc clairement, respecter leur rythme d'apprentissage. Il y a des enfants qui sont curieux et qui vont aller plus vite, d'autres moins vite. C'est essentiel en petite enfance d'apporter du vocabulaire à travers le fait de leur parler, à travers le fait de leur faire interagir avec différentes personnes qui parlent différemment, et surtout à travers la lecture de livres, l'écoute d'histoires, voilà, tout un environnement qui est plein de mots et de langage. Votre application... et après... Je vous en prie, je voulais juste revenir effectivement, Anna-Maria, sur votre application, parce qu'aujourd'hui, vous la proposez aux parents, aux élèves, mais elle est aussi et surtout testée et utilisée dans des établissements scolaires. Aujourd'hui, quels sont les retours des enseignants avec lesquels vous échangez? Les enseignants, vraiment, l'utilisent. Ils sont ravis déjà d'avoir quelque chose où les enfants sont autonomes et où ils ont le suivi des échecs et erreurs que les enfants font tout seuls. Mais ils l'utilisent aussi de manière très différente. Il y en a qui l'utilisent plutôt en petits groupes, d'autres qui l'utilisent vraiment en différenciation, surtout quand les enfants sont un peu plus grands, en différenciation pour laisser en fait les enfants aller à leur rythme dans le parcours. Donc du coup, identifier, c'est la force du numérique finalement. Chacun va avoir un parcours qui lui est adapté, et puis l'adulte, il peut regarder là où il s'est trompé. Merci Anna-Maria. On va continuer justement à parler de la force du numérique, comme vous le disiez, au service de la lecture des enfants. Puis vous faites plein de choses aussi pour les adultes, contre l'illettrisme et pour les enfants dyslexiques. On continue à en parler ensemble. D'abord, Anna-Maria, si vous le voulez bien, on fait un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Deniau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en visioconférence, Anna Maria Megéléa, la cofondatrice de l'application Corneille. Mais juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Aujourd'hui, Jeanne, vous nous parlez d'un chorégraphe qui occupe le devant de la scène. Son nom, Sadek Berrabah. Absolument. Vous avez probablement vu passer cette vidéo pour les vœux de la nouvelle année. Elle est signée Sadek Berrabah, alias Sadek Waf. Bonne blague. Et peut-être qu'elle vous dit quelque chose parce que ce chorégraphe, eh bien, il avait déjà créé la chorégraphie de passation des JO de Tokyo à Paris. Et elle était performée notamment par des danseurs en fauteuil roulant. Elle annonçait les Jeux paralympiques qui auront lieu cette année. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Et dans les deux cas, on retrouve sa signature, une grande sobriété de mise en scène, des tenues noires, identiques pour tous les danseurs, une chorégraphie réalisée à bout de bras. Et une grande géométrie, d'ailleurs. Et absolument. Et d'ailleurs, le nom du collectif qui l'a rendu célèbre, ce chorégraphe né en 76, eh bien, c'était Géométrie Variable. Et quand le chorégraphe il parle en fait de son travail, eh bien, il l'aborde par la géométrie elle-même. Son principe est simple, traiter l'avant-bras comme une ligne et les articulations comme des points fixes autour desquels eh bien, ces lignes pivotent. Lui, par exemple, voilà, comme ça. Lui, il vient de la scène du hip-hop et ses chorégraphies, eh bien, elles en appellent au locking ou au popping, qui est ce principe qui consiste à verrouiller des parties du corps au rythme de la musique, et du tutting. Le tutting, c'est le principe qui consiste à faire des mouvements avec ses mains pour donc chorégraphier un petit peu ou pour montrer son love. Et en fait, eh bien, la synchronisation des différents danseurs, elle aussi, elle est hyper mathématique. Elle est basée sur un compte extrêmement précis. On peut le voir eh bien, dans ses répétitions. 1 et 6 et 7 et 8 et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 8 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 8. Alors pour une vague par exemple, eh bien on le voyait, les premiers partent au rythme 1, les deuxièmes au rythme 1-5, les troisièmes au rythme 2 et tout ça jusqu'à créer un effet de fluidité. Il compare ça en fait au phénomène eh bien, naturel qu'on connaît tous, c'est les nuées d'oiseaux. Quand un oiseau eh bien, va à droite, que son voisin le suit, le tout jusqu'à créer en fait des mouvements gigantesques dans le ciel. Alors on a une question quand même, Jeanne, comment il est passé, ces chorégraphes de son collectif de hip-hop à chorégraphe des Jeux Olympiques? Eh bien il a gagné en reconnaissance sur les réseaux, notamment pendant le confinement, comme un certain nombre de chorégraphes, où il faisait des petites chorés chez lui tout seul dans son salon. Et en plus en fait de danser, eh bien il ajoutait des touches de mime dont il dit qu'il s'inspire en fait pour ses chorégraphies. Et une de ses vidéos phares sur les réseaux, eh bien c'est celle-ci. Ici aussi, il ne cache pas son goût pour la géométrie. Il joue vraiment avec ce corps, comme s'il s'agissait d'un ensemble de rapports mathématiques, d'angles, de points fixes. Le tout animé par un marionnettiste un petit peu sadique, pour son prénom Sadek, qui aime voir son petit pantin danser à son service. Alors Jeanne, est-ce qu'il fait toujours le même type de chorégraphie ou est-ce qu'on le connaît pour d'autres projets? Alors c'est vraiment ce type de choré qui l'a rendu célèbre, mais ce qui a fait exploser sa carrière aux États-Unis, eh bien, ça a été donc ses chorés avec Jennifer Lopez, avec Shakira, dans un clip qu'il a fait, donc Girl Like Me Shakira. Eh bien, il a guidé l'artiste qui a vérifié en fait à chaque plan pour voir en fait comment rend la géométrie à l'écran de ses mains, si tous les mouvements sont vraiment bien faits. Et il a été aux Grammy Awards. Il a fait aussi évoluer récemment sa pratique avec en intégrant en fait à ces chorégraphies des scénographies digitales et interactives, et toujours en noir et blanc en fait, toujours dans une esthétique de la résonance, du prolongement d'un geste par un autre geste, ici de l'humain par le digital, tout ça en vue zénitale, qui dessine des motifs extrêmement géométriques. À chaque fois, la percussion dans le corps s'associe à la répercussion dans les autres corps, et d'ailleurs lui, pour lui, ces chorégraphies, elles parlent de ça, elles parlent de l'être ensemble, elles parlent de l'écoute de l'autre à partir du corps lui-même. Et donc si vous souhaitez découvrir un peu plus son travail, vous pouvez voir la
tournée de son spectacle intitulé Murmuration, qui signifie nuée d'oiseaux en anglais, et qui a été prolongé, spectacle qui a été prolongé en avril dans toute la France. On peut le voir à Strasbourg, Bordeaux, Lille, Nantes, Toulouse, j'en passe. Et moi, je vais faire du tutting, cœur sur vous, Jeanne. Tutting. Merci beaucoup pour cette chronique. Nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. À l'heure où les tablettes et les smartphones ont presque détrôné les indétrônables Barbie et Playmobil au palmarès des cadeaux les plus offerts aux enfants, l'exposition permanente des écrans est critiquée. Pourtant, des applications d'apprentissage de la lecture ont trouvé des défenseurs. On continue d'en parler justement avec la cofondatrice de l'une d'entre elles, Anna Maria Megelea, la cofondatrice de l'application Corneille. Vous proposez également, j'en parlais juste avant la chronique de Jeanne, des ressources et aussi des choses dans votre application qui permettent aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, je pense notamment effectivement aux enfants dyslexiques. Ça se traduit concrètement dans votre application ? Donc, l'application, elle permet... Et le numérique permet d'aller aux enfants à leur rythme, de ralentir et d'être un peu dans leur bulle, ce qui permet aux enfants qui ont des difficultés, du coup, d'assimiler mieux et de répéter plusieurs fois s'ils en ont besoin. Donc, du coup, des enfants qui ne sont pas forcément dyslexiques encore ou qui pourront le devenir, peuvent jouer à certains jeux qui sont issus de la recherche et nous, on intègre dans l'application. Et ils peuvent également lire la partie de la bibliothèque numérique, donc il y a une partie qui est dédiée aux dyslexiques, avec des textes qui sont éclairés, qui sont, où ils peuvent gérer la police, leur rythme d'écoute, s'ils veulent écouter. Donc tout ça avec un partenaire qui s'appelle Mobidis. Donc du coup, il y a une quarantaine de titres dans la bibliothèque numérique qui est adressé aux dyslexiques sur la centaine de titres qu'on a aujourd'hui dans la bibliothèque numérique. Mobidis qu'on a effectivement reçu il y a quelques semaines seulement dans l'émission et je vous invite à regarder l'émission pour ceux qui ne l'auraient pas encore vue. Qu'est-ce qui vous différencie justement des autres solutions d'apprentissage de la lecture ? Vous parliez effectivement de cette catégorisation, presque de cet adaptive learning dont on parle beaucoup ces derniers temps et ils sont les premiers à nous en parler dans l'émission aujourd'hui. Il y a aussi une autre différence dont je voulais vous parler, Anna Maria, qu'il faut que vous nous présentiez. On parle aujourd'hui des enfants, mais vous travaillez aussi pour les adultes illettrés. Racontez-nous. Oui, donc comme notre produit a été conçu pour les enfants, on a une expertise en lecture et on sait que des adultes vont avoir un peu les mêmes difficultés que des enfants, avec peut-être plus tard. Donc du coup, on est en train de lancer un produit qui s'appelle Racine, pour pas infantiliser, qui a les mêmes principes donc, de parcours adaptatif, d'exercices sur la base de sons. Donc reprendre un peu les bases de la lecture, au cas où il y a des choses qui ne se sont pas bien passées à l'école. C'est souvent des Français. Donc aujourd'hui, on parle de 7% de la population française, estimée à 2,5 millions de Français en situation d'illettrisme. Donc c'est un vrai handicap. Ce sont des adultes qui ont été scolarisés à un certain moment dans le système français, soit ils ont décroché, soit voilà, ils n'ont pas acquéri les principes de base, et ça dans les enquêtes on le voit assez souvent. Donc nous, on apporte un produit donc Racine pour ces adultes. En gros, ils sont un peu dans leur bulle, un peu de la même façon que les enfants. Ils peuvent ne pas avoir le jugement des autres parce que je peux jouer à Candy Crush ou je peux faire des petits exercices pour m'améliorer, voilà, comme on a un orthographe, le projet Voltaire, mais en lecture, Racine, ça permettra de prendre racine dans la langue française. Et voilà, tout est dit à la fois pour les enfants et pour les adultes. Anna Maria, vous êtes aussi titulaire d'un diplôme, un DIU, Apprendre par le jeu, c'est le nom du diplôme. La gamification, est-ce que vous diriez que c'est clé dans l'apprentissage d'un sujet parfois aussi complexe comme celui de la lecture ? Donc la gamification, elle est importante dans la motivation qu'on met. Et donc du coup, à travers le jeu, on peut aligner un objectif de jeu avec un objectif pédagogique et apporter à une pédagogie quelque chose de plus en motivation. Donc du coup, c'est l'intention qu'on y met en jouant. Donc du coup, ça apporte vraiment au niveau des enfants. Et puis après, la répétition, voilà, c'est pas toujours très, très amusant. Donc ça permet d'avoir des petites choses d'amusement
temps pour pouvoir acquérir les bases et s'entraîner dans l'apprentissage de la lecture. Voilà, l'apprentissage de la lecture, c'est quelque chose de répétitif. Vous en avez parlé rapidement en première partie, mais je voudrais qu'on y revienne parce que vous avez aussi dans votre application Corneille un système de récompense qui permet de gagner des points que l'enfant peut ensuite utiliser pour personnaliser son avatar dans l'application, c'est ça ? C'est ça. Donc l'idée au départ, c'est de montrer à l'enfant quand il se trompe. Donc à travers le système de suivi, les adultes ont ces informations-là, mais dans l'idée donc, que le produit a été conçu pour l'enfant, l'enfant doit être autonome et doit voir quand il s'est trompé. Donc à la fin de chaque activité, il va avoir un badge et en fonction de la couleur du badge, il sait est-ce qu'il a bien réussi, moins bien réussi ou pas du tout réussi. Donc il n'a pas de sanction, on est vraiment dans quelque chose de positif, mais on lui donne l'information sur la réussite. Il va avancer dans le parcours, mais s'il veut passer tous ses badges au vert, il a aussi un tableau de badges. Et donc du coup, dans ce tableau de badges, en fonction des badges qui sont développés, effectivement, il peut avoir la personnalisation de son avatar, de son compagnon de lecture. La gamification et le jeu pour aider les enfants à apprendre la lecture notamment. Je voulais terminer avec une dernière question, il nous reste quelques secondes. Anna Maria, si vous étiez ministre de l'Éducation nationale aujourd'hui en France, quelle serait votre première mesure ? Donc la première mesure, ça serait vraiment de commencer la lecture plus tôt, en maternelle, pour mettre les bases phonétiques et enrichir le vocabulaire. C'est un autre projet qu'on a, nous, sur l'évaluation du vocabulaire. Mais aujourd'hui, des enfants qui arrivent en CP, en fonction du milieu d'où est-ce qu'ils viennent, ils vont avoir un déficit, donc 4000 mots pour un enfant de milieu défavorisé, à 20 000 mots pour un enfant de milieu favorisé. Donc du coup, ces enfants-là, pour rentrer en lecture, vont avoir encore plus de difficultés. Donc du coup, commencer plus tôt, à la fois avec la conscience phonologique, avec... même pour les parents, c'est pas clair comment l'apprentissage se fait et l'importance des jeux de rimes, typiquement, qu'on peut faire avec son enfant facilement n'importe où, ça, c'est important. Donc, de la même façon que c'est important de lire à son enfant, de parler à son enfant, et c'est ça, à travers un apprentissage plus tôt en maternelle, où les parents sont plus présents qu'à l'école, on pourrait changer les difficultés de lecture futures. Effectivement, merci en tout cas Anna Maria. Vous le voyez, la puissance du numérique au service de l'apprentissage de la lecture. Anna Maria Megéléa, vous êtes la cofondatrice, je le rappelle, de l'application Corneille, donc disponible pour les enfants. Et puis cette nouvelle application, vous nous annoncez, qui va sortir, qui est déjà disponible pour les adultes ? Qui va sortir en début de cette année. Et ben voilà, vous nous l'annoncez aujourd'hui. Merci infiniment en tout cas Anna Maria d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci également à notre chroniqueuse Jeanne Dreyfus d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Je vous en prie. Tuting. Je vous en prie, Tuting. Tuting, merci à vous pour votre temps. Merci de nous avoir suivis et nous on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.